Croisade digne de ce siècle de progrès. Il s'agit de planter l'étendard de la civilisation sur le sol de l'Afrique centrale et de lutter contre la traite des esclaves. La répartition de la population de 18 à 64 ans d'origine étrangère par origine montre qu'en 2019, le groupe le plus important est celui des personnes originaires d'un pays de l'UE 14, 40,5%. Le deuxième groupe le plus important est celui des personnes d'origine maghrébine, 16%. Les personnes d'origine d'un pays d'Afrique subsaharienne représentent 8,1%. Voyons maintenant les discriminations anti-noirs dans 3 domaines importants. Emploi. Avec 45,8%, les personnes d'origine subsaharienne ont le taux d'emploi le plus bas. Le taux d'emploi général en Belgique en 2016 est de 65,8%. Il est le plus élevé pour les personnes d'origine belge avec 73,7%. Enseignement. En 2018, les personnes d'origine belge et de l'UE 14 ont les parts les plus importantes de personnes n'ayant aucun retard lors de l'obtention de leur diplôme du secondaire supérieur avec respectivement 72,4% et 61,6%. Les parts les plus faibles de personnes sans retard scolaire qui sont observées pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont de 37% et du Maghreb 39,7%. Logement. Les tests de situation que la région de Bruxelles-Capitale a fait réaliser en 2017 ont démontré que dans 23% des annonces locatives, 21% pour les hommes ayant un nom subsaharien et 23% pour les femmes ayant un nom subsaharien ont été systématiquement défavorisés par rapport aux candidats ayant un nom français. Coucou, je m'appelle Marie-Fidèle Doucingizé, du coup j'ai 25 ans. Dans la vie je suis beaucoup de choses, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis sociologue, je suis militante antiraciste, je suis aussi conférencière et j'ai créé ma propre plateforme média qui s'appelle DO et Débat. Et c'est une plateforme qui traite de sujets et des thématiques qui sont invisibilisés dans les médias mainstream. Du coup je suis très active sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok. C'est vraiment ces sphères-là que j'investis. Je suis d'origine rwandaise et donc belgo-rwandaise. Mes parents sont venus en Belgique parce qu'ils ont fui un pays en guerre qui est le Rwanda. Moi et mes parents, on s'est installés à Bruxelles d'abord. Avant, je prenais pour acquis un peu le fait d'être belge. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure et à cause de mes études et aujourd'hui de mon expertise en tant que sociologue, j'ai au fur et à mesure posé beaucoup de questions à mes parents pour savoir pourquoi et comment ils étaient venus ici, dans quelles conditions. Mes parents m'ont expliqué comment ils sont venus ici dans un contexte belge, mais avec vraiment beaucoup de xénophobie, de négrophobie, que mes parents ont subi la déqualification professionnelle. Ils avaient un certain métier, un certain niveau de vie en Afrique, au Rwanda. Et alors du coup, quand ils sont venus ici, ils ont été vraiment confrontés au fait que leurs diplômes n'ont pas été reconnus. Puis après, il y a tout ce qui s'apparente à le vécu en société. Les microagressions qu'on peut avoir, ça peut être des regards, ça peut être des insultes qu'on peut te dire. Et c'est des choses que mes parents ont vécues, que j'ai vécu, mais que mes frères et mes sœurs ont vécu. C'est vrai qu'on a grandi en quartier populaire et c'est aussi cette casquette à travers lequel je peux parler parce que ça reflète aussi totalement mon vécu. Donc on a grandi d'abord à Schaerbeek, à Boxtal. Aujourd'hui avec le recul que j'ai vraiment grandi dans une espèce de prison. Dans ces quartiers-là, je me rappelle qu'il n'y avait que des personnes d'origine maghrébine et d'origine d'Afrique subsaharienne. Et vraiment, je pense que je ne me suis pas questionnée parce qu'on a grandi dans l'entre-soi. Et voilà, moi j'étais jeune et naïve. Donc je me contentais des petits riens, j'étais heureuse de tout ça, d'aller au parc, etc. Mais c'est vrai qu'en creusant les récits avec ma famille, avec mes parents m'ont expliqué qu'ils vivaient avec très très peu de moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui ça me paraît vraiment inconcevable et voilà, je vois vraiment mes parents comme des héros qui ont démarré de rien parce qu'aujourd'hui ils ont réussi à acheter une maison, ils ont réussi à s'inscrire dans une trajectoire professionnelle. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ont vraiment réussi à démarrer leur vie à partir de 40 ans. Le fait que mes parents aient vécu cette espèce de déqualification professionnelle, je sais que ma mère, elle revient souvent sur son parcours. Elle m'explique de quelle manière elle s'est vraiment battue pour pouvoir se réinventer. Donc aujourd'hui, elle exerce dans le milieu du care. Elle m'explique vraiment souvent à quel point son corps est complètement torturé et brisé. Et je pense que ça, c'est un des effets de la discrimination. C'est le fait que son diplôme n'a pas été reconnu. Donc du coup, elle a dû s'orienter dans des secteurs professionnels
professionnelle qui la permet d'assurer en fait une certaine survie. Ces problèmes de santé mentale, ça reste encore très très tabou au sein de la communauté, notamment afrodescendante et maghrébine aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté aussi au niveau de ma santé mentale, avoir cette difficulté de pouvoir se projeter positivement parce que tu n'as pas de modèle autour de toi, de personnes qui s'inscrivent dans des sphères, des hautes sphères sociales, etc. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui pèse. Un des effets aussi que je peux en témoigner, je pense peut-être que ça donne une ouverture un peu plus positive à cette situation. Par rapport aux dégâts des discriminations, quand je vois dans mon entourage ou par rapport à moi-même, je me rends compte personnellement que je suis une contre-statistique, encore une fois, quelque chose que je ne dis pas assez. C'est-à-dire que la manière dont on parle des discriminations, il y a des secteurs qui nous permettent d'avoir quelques petites photographies de comment ça évolue, notamment le monde scolaire. Et alors très jeune, comme j'ai grandi en quartier populaire, dans les quartiers populaires, il y a aussi des écoles pour ce genre de quartier qu'on appelle les écoles de relégation. Et donc c'est dans ce genre d'endroit que j'ai évolué. Et j'ai été témoin, j'ai réceptionné en fait des discours infériorisants. Par exemple, je me rappelle que je disais que je voulais faire l'université et puis un de mes profs m'a dit que j'en étais pas capable. Par rapport au traitement que d'autres garçons ont subi, notamment maghrébins, notamment afrodescendants. Je l'ai ressenti notamment en secondaire, de quelle manière ils sont très très rapidement réorientés vers des filières sociales, vers des filières techniques. Tout ça, c'est des conditions qui vont optimiser le fait qu'ils s'inscrivent encore vers des schémas, des parcours professionnels qui les conduisent à des conditions assez difficiles, vers des métiers assez précaires. C'est l'analyse que je fais, c'est quand tu as grandi en quartier populaire et que tu es une personne racisée, disons-le, souvent ta seule porte de sortie, c'est l'école. Et quand l'école, c'est pas ta solution, malheureusement, c'est souvent la rue. C'est en venant à l'université que j'ai rencontré les premières personnes blanches avec une culture belge, folklorique, etc. Donc vraiment, c'était un moyen de me rendre compte à quel point j'avais grandi en prison, enfin dans une espèce de prison. À ce moment-là, ça a été par contre la première confrontation au monde blanc et toutes ces violences. C'est-à-dire que quand je parlais, ils se moquaient de moi par rapport à mon langage, qui était un langage de quartier, etc. Eux-mêmes s'exprimaient, je comprenais pas tout parce que j'avais absolument pas les codes pour décoder ce qu'ils disaient. Ça, c'est des choses qui m'ont fait basculer dans de grandes souffrances. J'ai fait des complexes d'infériorité. Grâce à Dieu, oui, j'ai réussi à quand même contrebalancer ça en travaillant très dur, en essayant de m'inscrire dans un schéma où je pouvais un peu inverser la tendance. Et c'est ce dont j'ai réussi, mais je sais que tous les jeunes de ma génération n'ont pas réussi à faire ça. Moi, je pense que c'est important. Une des personnes très proches à moi qui me l'a dit, elle m'a dit, pour dire que tu es dans la résilience, il faut avoir réussi à surmonter le trauma. Or, quand tu es afrodescendant, le trauma, il t'accompagne, tu l'as pas encore surmonté. On ne peut pas parler en fait d'un monde post-racial, post-raciste qui n'existe plus. Il est toujours imminent, il est toujours effectif. C'est que j'ai eu la chance quand même de avoir des parents, comme j'ai dit, qu'ils ont réussi à surmonter ce parcours migratoire. Donc j'essaie de m'inspirer en fait de ça. Je considère ça comme une force. J'essaie de me reconnecter à leur parcours, à leur récit de vie, pour aussi renouer en fait une connexion à l'Afrique, à quelque chose de moins indigne. Je peux dire aussi, par exemple, dans le milieu scolaire, comme j'ai dit, j'ai eu un espèce de, moi j'aime bien dire un globe intellectuel, c'est-à-dire que vraiment je suis passée d'une situation où j'avais pas beaucoup de connaissances à une investigation profonde. Donc une de mes stratégies de survie, c'était de me donner à fond à l'école. Et comme je disais, malheureusement, quand tu es en quartier populaire, l'une des portes de sortie, c'est souvent l'école.